Est-ce qu'un film de vampire de l'espace rempli de nudité frontale peut être une grande œuvre d'art? Euh, eh bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Pourquoi c'est bon? Et à l'occasion de la discussion de notre film d'aujourd'hui, qui est Life Force. Life Force de Tobe Hooper de 1985. C'est un film qui m'a surpris, je vous l'avoue. Et même si, comme on va le voir, c'est loin d'être tout bon, il y a des trucs franchement épatants. Franchement épatants. Là. Ça fait un jour ou deux que j'ai regardé le film, puis il y a des trucs qui me sont restés. Là. C'est toujours bon signe dans ce temps-là. Mais c'est ça, commençons par le début. Ben, de quoi ça parle, Life Force? C'est une... on a une navette spatiale, un vaisseau spatial, c'est une navette spatiale ici, comme Columbia, là, d'ailleurs qui apparaît dans le film. On a une navette spatiale, une expédition qui est en route vers la comète de Halley. Et qui est à ce moment-là proche de la Terre, au moment de son orbite où elle est proche de la Terre. Et cette expédition-là trouve une sorte de vaisseau spatial énorme et il rentre à l'intérieur et il découvre un paquet d'extraterrestres momifiés et trois êtres humains, semble-t-il, tout nus, évidemment, dans des genres de cages de verre, et ils les ramènent à bord de leur vaisseau. Et dès le début, ils sentent une fascination là, surnaturelle, comme mystérieuse fascination pour cette créature-là. Et à ce moment-là, le film revient sur Terre et, bon, évidemment, ce qui va arriver finalement, c'est que le vaisseau va revenir sur Terre et avec ces créatures-là qui sont des vampires de l'espace. Et au début, les vampires, bon, ils vont se libérer. Ils vont transmettre leur vampirisme de l'espace. Et la première moitié, on chasse les vampires, mais la deuxième moitié, il y a une série de revirements. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc, en gros, c'est ça. On découvre un vaisseau de vampires de l'espace, on les ramène sur Terre et les choses commencent à dégénérer sérieusement. Bon. Fait que, pourquoi c'est bon? Ben, je vais commencer vite fait par dire, c'est ça, c'est un film de Tobe Hooper, c'est réalisé, c'est ça, le scénario est coécrit par Dan O'Bannon, qui est bien connu parce que il est crédité comme le gars qui a écrit le scénario de Alien, le premier, et il a écrit Return of the Living Dead, plusieurs films comme ça, des films cultes, là. Puis ce film-là a des aspects qui font beaucoup penser à Return of the Living Dead. L'autre co-scénariste, c'est Dan Jacoby, je crois qu'il s'appelle. Dan Jacoby. Et lui aussi, il a fait plusieurs films de genre, en particulier Vampire de John Carpenter, qui est un de ses excellents films plus tardifs. Et ben ici aussi, il y a des aspects du film de Life Force qui font beaucoup penser à Vampire de John Carpenter. En particulier, le principe de la connexion psychique entre le vampire et une personne qui l'a mordu essentiellement. Mais bon, c'est... même s'il y a des aspects où c'est très... ça fait très un peu dérivé. Il y a des trucs où est-ce qu'on se dit, bon, mais c'est du remâché, ça peut être très bon, du remâché, mais dans le film. Mais c'est ça, des moments où on se dit, ça peut être du remâché, mais comme on va le voir, il y a vraiment des trucs, c'est ça, assez uniques. La première moitié du film, je me suis dit, j'avais entendu dire que le film était intelligent, mais dans la première moitié du film, je trouvais que c'était pas le cas du tout. Puis... je m'étais dit, en prenant mes notes, que mon commentaire, je m'attendais à ce que mon commentaire soit, ben, les images sont super belles, les effets spéciaux sont super bien réalisés, sont vraiment impressionnants, c'est beau, okay? Les images sont belles, le design est beau, tout l'aspect visuel est très réussi. Puis, mais
mais le jeu des acteurs est souvent pas terrible. Il y a beaucoup d'affaires là, de ton puis de dialogue que je trouvais franchement pas bon. Puis j'ai fait une pause au milieu du film, là. Puis je suis allé regarder vite fait sur Internet qu'est-ce que les gens disaient. Puis apparemment, il y a des gens comme Tarantino, puis plusieurs autres personnes qui trouvent que le film est très intelligent. C'est un film de science-fiction pour un télo. Puis bon, il y a plein de gens qui disent que c'est pourri, là. En particulier Colin Wilson, qui a écrit le roman sur lequel le film est basé, The Space Vampires. Bon, les avis sont partagés, mais il y a un certain nombre... Il y a des gens qui disent que le film est épouvantable, puis il y a des gens qui disent que le film est super intelligent. Puis j'avoue que c'est une des raisons pour lesquelles j'étais curieux de le voir. Mais en regardant la première heure, la première moitié du film, j'étais plutôt du côté que c'était pas intelligent du tout, là. Mais quand je suis revenu écouter le film, pratiquement... Le moment où ça vire, c'est la scène où j'avais mis ça sur pause. Parce qu'autour de la première... Quand ça vire, là, au tournant de la première heure du film, là, il y a une série de revirements complètement... c'est génial, en vérité, quelque part, la manière qu'ils font ça. Puis non seulement il y en a un, mais il y en a comme 4-5 en 10 minutes. Puis... d'habitude, c'est pas comme ça qu'on ponctue les trucs. Là. Au niveau de la rythmique, c'est... si on se dit, bon, ben, la première heure est ordinaire, puis il y a plein de punch en 15 minutes, puis après ça, bon... on pourrait croire que c'est parce que la structure est discutable. Puis effectivement, le film a été remonté. C'est notoire pour ce film-là que le studio est intervenu. Ils ont coupé un paquet de scènes au début, ils ont refait le montage. Mais non, le fait est que ici, quand ça revire, j'ai fait wow, puis après ça, ça a reviré une deuxième fois, puis j'ai fait hein, puis ça a reviré comme une troisième fois, puis j'ai fait aïe aïe. Puis ça a probablement viré encore une ou deux fois après ça. Puis la direction que ça prend, c'est comme... je ne vais pas trop le dire parce que je vous encourage à l'écouter, en fait. Mais disons que... je vais le dire, OK? Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais... quand les vampires, là, les gens qui sont mordus, ils sont pas mordus, OK? Le vampire de l'espace aspire l'âme de la personne. C'est dit explicitement que c'est l'âme de la personne qui est aspirée, OK? Que les vampires absorbent l'énergie psychique, spirituelle de la personne, OK? L'énergie vitale. Puis c'est ça, donc 2 heures après que ça se produit, donc la personne, quand son énergie vitale, son âme est aspirée, ben la personne, son corps est complètement momifié, desséché, comme ceux qu'on a trouvés dans le vaisseau de l'espace. Mais ce qu'on réalise au moment d'une autopsie, en fait, c'est qu'ils sont pas encore morts, puis ils sont devenus des vampires de l'espace, puis ils ont comme une attirance, comme les vampires ont, là, cette fascination-là, leur pouvoir nosferatu-esque, un pouvoir d'hypnose à la Bela Lugosi, ben, même en état momifié, ils sont capables d'attirer là, mettre dans une salle pleine quelqu'un à eux pour sucer leur énergie, puis là, ils redeviennent pleins de vigueur, etc. Mais ça dure pas longtemps. Il faut qu'ils en dedans de quelques heures, peut-être même quelques minutes, l'énergie vitale est redépensée, puis là, il faut qu'ils réabsorbent l'âme ou l'énergie de quelqu'un d'autre, voyez-vous. Puis ça, c'est... Après 2 heures, ça embarque. Fait qu'essentiellement... à partir du moment où nos héros, nos chercheurs se rendent compte que c'est ça qui se produise, ben ils se disent, OK, si ça prend 2 heures, bon, puis
Le vampire initial, ben, ils sont 3, mais c'est sûr, il y a une fille en particulier. Là. Le vampire initial fait une victime, cette personne-là, sa victime va se transformer en vampire, ça devient une autre victime. Ça fait qu'il y a un calcul mathématique qui fait que, OK, combien ça prend de temps pour que la ville de Londres, ça se passe à Londres, donc la ville de Londres au complet soit en fait contaminée. Puis ils nous disent au début, ben, d'après nos calculs, c'est pas si long que ça. Puis, ben voilà. Honnêtement, là, écoutez-les. OK. Puis, écoutez-les sachant que, à beaucoup d'égards, c'est pas bon, là. OK? C'est ça qui est spécial avec ce film-là. Déjà, les acteurs, il y a beaucoup d'acteurs, bon, il y a beaucoup d'acteurs qu'on est content de voir, mais ils sont pas tous bons, OK, là-dedans. Les deux meilleurs, c'est Patrick Stewart, OK, puis qui arrive vers le milieu du film, puis Frank Finlay, OK, qui est le meilleur du film. Patrick Stewart, qui est très connu, évidemment, là, Capitaine Picard, puis Professeur X, puis un paquet d'autres affaires, là. Mais bon, Frank Finlay, aujourd'hui, il est moins connu, mais pendant un bout de temps, il avait une très bonne réputation. Il a joué en particulier dans Les Trois Mousquetaires, la version des années 70, là, avec Michael York, puis Richard Chamberlain, puis Oliver Reed, puis un paquet d'autres mondes cool. Là. Un excellent film en passant. Les Trois Mousquetaires et Les Quatre Mousquetaires, là, c'est deux films, mais en fait, ils ont tourné les deux en même temps. Là. Ça raconte le roman. C'est deux films, mais ça raconte le roman. Là. C'est juste le premier roman. Bref, écoutez, si vous ne l'avez pas vu, c'est super bon. Okay? Honnêtement, Les Trois Mousquetaires, c'est super bon. Mais Frank Finlay, il fait un des mousquetaires en question. Il fait... c'est Porthos. Là. Je pense celui qui est très vaniteux. Là. Il a joué aussi il fait Adolf Hitler dans une des nombreuses versions du Bunker qui a existé. Puis que j'ai commencé à regarder à un moment donné, puis que j'avais trouvé, franchement, pas bon non plus. C'est une autre affaire où je trouvais que, il jouait Hitler en hystérique qui écrit tout le temps. Puis je sais bien que dans Untergang, là, je pense que ça s'appelle, là, le film allemand il y a 15-20 ans, là, celui il y a eu beaucoup de mèmes avec ça. Bon, ben, le mème connu de ce film-là, c'est Hitler qui écrit tout le temps, mais qui crie pendant une scène, mais il passe pas tout le film à crier, tandis que, bon. Mais là, je m'écarte, là. Le fait est que Frank Finlay, là-dedans, je l'avais toujours vu être soit correct, comme dans Les Trois Mousquetaires, il est correct, mais il est un peu... Il est pas... il joue un personnage vaniteux. Il joue un peu le comic relief, là, des Quatre Mousquetaires. Tandis que, puis dans Hitler, il était pas très bon, mais là-dedans, il est bon. Il m'a épaté. Celui qui me reste le plus du film, c'est lui. C'est ça. Bon. Puis il y a d'autres acteurs. Il y a Steve Railsback, qui est l'acteur principal. Il y a Michael Gothard, qui a un rôle, on le voit plus au début, puis il disparaît à un moment donné. Si vous le voyez, vous le reconnaîtrez. Il a joué aussi dans Les Trois Mousquetaires. Puis il fait un méchant en particulier. Il est surtout connu pour ça là, dans Rien que pour vos yeux là, de James Bond. Bon, puis t'as aussi dans un des rôles de soutien, t'as Anthony Morris qu'on va reconnaître, qu'on reconnaît entre autres Orange Mécanique, puis qui a fait d'autres films. Un gars que vous allez reconnaître si vous le voyez. Là. Mais bon, si je reviens à mes moutons, je vous recommande d'écouter le film, même si, comme je vous dis, dans l'essentiel, j'ai trouvé que les acteurs étaient... j'ai pas trouvé qu'ils étaient très bons. J'ai trouvé que, c'est ça. Puis, il y a beaucoup d'affaires que tu regardes ça, tu dis, il me semble que ça marche pas. Okay? C'est ça qui est spécial, parce que de cet angle-là, le film est maladroit. Mais de cet angle-là, c'est vraiment très cool. Plus cool que la moyenne. Okay. Puis je pense que c'est ça le truc, c'est que la moyenne du film est pas terrible, mais les parties qui sont bonnes sont supérieures à ce qu'on est habitué de voir. Là. Puis c'est ça, puis la partie film intelligent,
même si à plusieurs égards les idées sont plus évoquées qu'explorées en profondeur, ben elles sont quand même là, puis elles sont quand même là assez longtemps pour que ça soit pas un accident, là. J'ai été très surpris en particulier de ce qui m'est apparu une exploration du principe de l'anima, là, le truc de Jung, que je maîtrise pas là, l'idée, mais je suis pas certain d'avoir bien compris en fait. Mais je pense que essentiellement ce qu'il dit chez Jung, puis c'est ce qui se passe ici, c'est que l'anima jungienne, c'est chez un mâle, ok? C'est la partie de la psyché qui est féminine, en fait. Donc, c'est comme ton toi qui est 100% féminin intérieur. La version femme de toi, c'est comme un gars a une version femme de lui dans sa psyché. Ok? Puis ça, c'est ton anima. Ok? Puis, donc, à un moment donné, c'est ça, la femme vampire qui est jouée par Mathilda May, je pense qu'elle s'appelle, c'est une Française. Elle parlait pas anglais d'ailleurs là-dedans, elle a appris ses répliques phonétiquement. Elle a surtout été engagée parce que physiquement, elle est prodigieusement belle et elle est tout nue tout le long, et à toute fin pratique, et ça la dérangeait pas. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont engagée, mais ils sont bien tombés parce que, honnêtement, je l'ai trouvée bonne. Puis... tout pour dire que elle dit à un moment donné à Steve Risbach, notre astronaute, parce que lui, c'est ça l'affaire. Okay. Lui est captivé par cette femme-là. Puis, ça en est obsédant quelque part. Là. Puis, il veut savoir pourquoi. Puis elle lui répond, tu sais, je suis la projection de ton féminin intérieur. Fait qu'en fait, elle, comme entité, ben il y a un côté où est-ce que, ouais, c'est une illusion parce qu'elle veut, tu sais, son truc de vampire, là, pour attirer ses proies. Mais en même temps, c'est pas vraiment ça. Ça semble être... C'est plus traité comme... Non. C'est quasiment comme le vampirisme est un prétexte. Puis la réalité de ce qu'elle a fait, même si elle est en train de bouffer l'âme de la ville de Londres au complet, en quelque part, mais ce qu'elle fait réellement, c'est ça, c'est être la projection extérieure de la l'essence même, là, la quintessence suprême de l'énergie féminine. Puis c'est là que tu peux te dire, OK, ça commence à être intéressant parce qu'il y a le côté positif de ça, puis il y a le côté négatif de ça. Puis le film explore les deux côtés, si on veut, là, disons que de ces phénomènes-là qui sont en beaucoup d'égards au cœur de notre expérience dans la matière, si j'ose dire. Donc, je ne m'étendrai pas beaucoup plus longtemps pour la suite parce que j'essaie de garder mes vidéos plus courtes. Là. D'ailleurs, je vais pas... D'habitude, ici, là, je ferai une longue méditation sur un sujet philosophique, puis j'ai décidé, à partir de maintenant, de les séparer dans des vidéos à part. Là. Donc, encore une fois, pour maintenir mes vidéos plus courtes un petit peu. Mais certainement ici, il y a matière à réflexion, puis pas juste pour cette histoire-là de féminité. Il y a toute une question sur la culpabilité, là, sur l'expérience de la culpabilité en quelque part. Il y a ça dans le film. Il y a tout un côté aussi sur la question de la mort, la question qu'est-ce qui se passe après la mort, puis la relation que nous, on entretient avec ça, avec le fait de ne pas le savoir, le fait de chercher à le savoir, puis la répulsion et la fascination qu'il y a là-dedans. Le personnage de Frank Finlay, lui, sa spécialité, c'est ça, hein, c'est sa question médicale, en fait, c'est le phénomène de la mort et de ce qui se passe après.
Puis, encore une fois, c'est un choix inspiré d'avoir mis Frank Finlay dans ce rôle-là parce qu'il est vraiment à la hauteur de ce qui aurait pu être grotesque très facilement, soyons sincères. Puis on le sait parce que ça l'est souvent dans d'autres films. Voilà. Donc, est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter pour tout de suite? Ouais, non, c'est ça. Je pense que ça va faire le tour pour aujourd'hui. La recommandation que j'aurais... encore une fois, j'aurais pu en parler encore longuement. C'est ça. C'est pas tout bon. En fait, c'est quasiment pas bon tout le long, sauf que c'est malade mental en même temps. Okay, c'est ça le truc. Les trucs qui sont pas bons tout le long, mais c'est visuellement super cool. Puis bon, oui, il y a une affaire qui me reste à expliquer. Voilà. C'est le chaos social. Quand il se passe de quoi à un moment donné, puis il y a un côté terrifiant. Quelque chose que j'ai resté de voir la désintégration des barrières qui maintiennent la société en place. J'en dirai pas plus, mais ça, c'est réussi dans le film. Puis, c'est ça qui me fait choisir la recommandation d'aujourd'hui. J'avais pensé à plusieurs titres. J'ai pensé à The Thing, parce que ça fait beaucoup penser à The Thing par moment. J'ai pensé à Return of the Living Dead. Queen of Blood, un film de vampire de l'espace des années 70. Il y a aussi Planet of Vampires de Mario Bava. Donc, il y en a quand même quelques-uns, là. Mais celui que je recommande pour aujourd'hui, c'est Shivers de Cronenberg, là, évidemment. Puis, j'ai pas mal parlé de Cronenberg dans une couple de vidéos précédentes. Parce que moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, là. Puis Shivers, c'est à ma mémoire, là, c'est son premier long métrage, tourné à Montréal, là, en banlieue de Montréal. Et c'est un de ses meilleurs films. C'est certain que c'est un budget minuscule. Il a dit lui-même en entrevue qu'il apprenait le métier de jour en jour, là, tu sais. Quand il a commencé le film, il avait fait des courts-métrages, moyens-métrages, mais c'est ça, il savait pas vraiment ce qu'il faisait. C'est pas une critique, c'est normal de pas le savoir, c'est son premier film. Mais c'est super bon, Shivers. Puis qu'est-ce que ça raconte? Ben, c'est qu'on a un immeuble en banlieue de Montréal et c'est très bourgeois, pincé comme place. Là. Tout le monde a l'air assez pogné. Mais il y a un savant là-dedans qui a inventé... Cronenberg, OK? On a un savant qui a créé un organe mutant. Okay. Il a créé un organisme qui a greffé dans une fille pour faire une expérience. Okay. Puis le principe, c'est supposé être un organe universel pour les greffes d'organes. Mais l'effet de cette créature-là, bon, il y a tout un côté grotesque là, où les gens vomissent du sang, tout ce que tu peux vouloir. Là. C'est un parasite là, qui rentre par les orifices du corps. Cronenberg. Mais l'effet qu'il produit, c'est en même temps de laisser tomber justement les barrières, les inhibitions des gens, puis les gens deviennent vraiment hyper sexuels. Puis c'est un autre film, c'est un film où justement il y a plus le film avance, plus il y a cet effondrement là, des barrières sociales, des conventions sociales, entre autres en ce qui concerne les questions sexuelles. Puis dans Life Force, c'est glauque et terrifiant, là. C'est horrible, ok? Mais dans Shivers aussi, sauf que cette créature-là, ce virus-là, si on veut, c'est le héros du film. On finit par s'en rendre compte. C'est implicite, c'est pas dit ouvertement, mais je pense que Cronenberg l'a dit en entrevue. Puis, comme il dit, ouais, OK, il prend un peu de votre sang, c'est un parasite, mais
tout le monde est pas mal moins plate. C'est ça. Puis cette ligne-là, entre l'horreur puis la libération, à quelque part, puis cette ambiguïté-là, toutes ces questions-là, Cronenberg, La Marche, là, c'est ça, manière magistrale, si j'ose dire. Donc, voilà, Life Force, donc, de Tobe Hooper, de 85. Pourquoi c'est bon? Ben, c'est bon parce que c'est un film de l'espace rempli de nudité et d'érotisme qui est étonnamment intelligent.